Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. On a donc assisté à un changement de pouvoir, pour le moins chaotique, à Madagascar. Le président André Rajoelina a été destitué par l'Assemblée nationale et puis l'armée a pris le pouvoir. Ce sont des conditions en réalité qui ne sont pas très claires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'André Rajoelina n'est plus président de Madagascar. Mais peut-être pour resituer le contexte, puisqu'on en avait parlé dernièrement, on avait fait une vidéo sur les événements qui se déroulaient à Madagascar, notamment à Antananarivo, mais aussi dans d'autres grandes villes du pays. Il y avait des manifestations depuis le 25 septembre, des manifestations des jeunes qui se font appeler Gen Z, qui protestaient contre les conditions de vie, notamment les coupures d'eau et d'électricité dans ce pays. Et lorsque les manifestations ont été déclenchées le 25 septembre, il y a eu des réactions mitigées de la part du pouvoir, qu'on peut d'ailleurs voir en plusieurs étapes, du moins en trois étapes. Tout d'abord, la réaction du pouvoir, du gouvernement d'André Rajoelina, a été de réprimer les manifestations. Il y a eu des violences policières que dernièrement nous avons qualifiées de barbares. Il y a eu des passages à tabac, il y a eu même des morts. Les Nations Unies parlent de 22 morts, mais le gouvernement ne reconnaît que 12 morts. André Rajoelina lui-même, le président malgache, donc qui vient d'être destitué, a parlé de 12 morts. Ça, c'était la première étape. Ça veut dire la réaction d'un pouvoir sûr de lui-même et qui ne veut pas se laisser dicter la marche à suivre par la population désœuvrée, les jeunes, les étudiants et les jeunes qui n'ont pas du travail, les chômeurs. Mais finalement, le président a vu que ce n'était pas si facile que ça. Peut-être il avait mésestimé ce qui se passait. Il ne pensait pas que ça pouvait aller très loin. Alors, lorsque il a vu que cela allait un peu loin, que ça devenait, disons, sérieux, il a commencé à mettre la responsabilité de ce qui se passait, des conditions de vie de la population sur le dos du gouvernement. Et c'est ainsi qu'il a limogé le Premier ministre et l'Assemblée de son gouvernement, les accusant de ne pas avoir fait le nécessaire pour améliorer les conditions de vie des Malgaches. Et donc, il a limogé le gouvernement. Et puis, il a vu que les jeunes, en fait, cette décision de limoger le gouvernement, ça ne marchait pas, ce n'était pas une mesure attendue, ce n'était pas la mesure attendue. Et donc, les jeunes lui ont fait savoir que cela ne les intéressait pas, qu'il renverse le gouvernement ou pas, mais que c'était lui, le président malgache, qui devait partir. Et c'est là justement que ça commençait à se compliquer. Et troisième étape de la réaction du pouvoir, de la présidence malgache, a été de vouloir dialoguer. Le président Rajoelina a annoncé un dialogue avec tous ceux qui manifestaient, mais également avec les syndicats et les partis politiques. Il croyait, il voulait trouver des solutions aux conditions de vie de ses concitoyens. Et à voir ce qu'il disait, on voyait que ça lui tenait à cœur. Sauf que justement, ça ne lui tenait pas à cœur tant que ça, puisque avant les événements, avant les manifestations, rien n'avait été fait sur ce plan-là. Ça veut dire qu'il n'avait pas approché la population, il n'avait pas jugé nécessaire de mettre en place des mesures concrètes visant à améliorer les conditions de vie de son peuple.
Et donc là, comme il voyait que les manifestations commençaient à se compliquer, il a commencé à envisager le dialogue. J'ai entendu les cris, le désarroi, mais également les revendications de l'ensemble de la jeunesse, mais aussi les mots qui font mal au sein de la société et à Madagascar. Donc, en ce qui concerne justement comment les jeunes y vivent actuellement, sans emploi, mais aussi leurs conditions de vie dans les universités, le problème de la corruption, le problème de tout ce qui est népotisme, mais aussi dans l'entrepreneuriat en général. Et donc aujourd'hui, j'ai écouté le représentant de chaque entité afin qu'on puisse bien évidemment apporter une solution pérenne pour redresser le pays. Est-ce que vous avez déjà des pistes à avancer? Vous avez entendu, mais quelle solution dans l'immédiat? Écoutez, on a parlé surtout en fait du problème de l'énergie, de la production de l'énergie et de l'eau à Madagascar. Le vrai problème à Madagascar, c'est que la population ne cesse d'augmenter, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Et c'est pour cette raison que j'ai tout fait, j'ai tout mis en œuvre. Certes, maintenant, il faut accélérer les choses, puisque en ce qui concerne l'électricité, par exemple, nous sommes en train de multiplier, d'avancer vers la transition énergétique. Nous allons premièrement mettre en place 100 mégawatts de parcs solaires d'ici la semaine prochaine. Hier même, je suis allé à Pangabé, pas loin, à quelques kilomètres de la capitale, pour l'injection de 5 mégawatts de parcs solaires. C'était un projet malheureusement qui devrait être réalisé depuis 2 ans, mais malheureusement, les responsables n'ont pas suivi le rythme et n'ont pas écouté justement la souffrance et les cris de la population. Les manifestants assurent vouloir durcir le mouvement, notamment demain avec un renforcement de cette grève générale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que, en fait, c'est autour d'une table qu'on peut trouver une solution. Dans le dialogue, il faut s'écouter, et bien évidemment, mais ce n'est pas dans la rue. Donc moi, aujourd'hui, l'ensemble des Malagasy, il faut aussi respecter en termes de l'ensemble des Malagasy, ils veulent vraiment, on ne peut pas développer le pays sans paix ni stabilité. Donc aujourd'hui, je réponds à eux, la violence, la destruction, ce n'est pas une solution. Il faut bâtir, il faut construire ensemble un nouveau Madagascar. Mais les choses, encore une fois, se sont détériorées. La situation s'est détériorée lorsque une unité d'élite de l'armée ivoire et de l'armée malgache s'est associée au mouvement, a refusé de réprimer les manifestations et appelé l'ensemble de l'armée à ne plus s'en prendre aux manifestants. Et on a vu justement cette unité en uniforme militaire défiler aux côtés des jeunes qui manifestaient sur une place très connue du 13 mai à Antananarivo. Ça veut dire que l'armée, c'est une unité d'élite, d'ailleurs qui n'est pas une unité, n'importe quelle unité, puisque c'est l'unité qui avait fait tomber l'ancien président Marc Ravalomanana et qui avait permis au président Rajoelina d'arriver, de prendre le pouvoir en 2009. Donc, cette unité qui avait aidé Rajoelina à accéder au pouvoir en 2009 est la même unité maintenant qui vient de le faire repartir. Donc, on a vu le 11 octobre, c'était samedi, les militaires, aux côtés des manifestants, bras dessus, bras dessous, comme de vieux copains. Ça veut dire qu'en réalité, cette unité d'élite de l'armée faisait sienne les revendications de la jeunesse. Et les choses, justement, se compliquent. C'était samedi. Et d'après, justement, les informations qui nous sont parvenues lundi, le président Rajoelina a vu que les choses se compliquaient pour lui et a décidé de prendre la fuite, selon les informations de la presse française. C'est l'armée française qui a aidé le président malgache, qui a exfiltré, selon nos termes convenus, qui a exfiltré le président malgache et qui l'a aidé justement à quitter le pays. C'était dimanche soir. Donc, dimanche soir, le président a quitté le pays. On dit que
Il a pris un hélicoptère et qu'il a déposé sur une île à côté de, de Madagascar. Et de là, il a été embarqué à bord d'un avion militaire français, d'abord à destination de l'île de la Réunion. Et de l'île de la Réunion, il aurait pris une autre destination non divulguée pour le moment, mais que certains estiment être Dubaï. Ça veut dire qu'il est à Dubaï. Pour l'instant, est-ce que c'est de façon transitoire, il va y rester ou il va aller ailleurs? Et je rappelle que le président Rajoelina a acquis la nationalité française en 2014. Donc, il n'a pas besoin d'aller chercher refuge dans un autre pays. Il peut s'installer tranquillement en France. Mais on dit que maintenant, il serait à Dubaï. Et donc, là, c'était dimanche soir. Et la présidence malgache a communiqué en disant que le président allait s'adresser à la population lundi soir. Ce qu'il a fait avec 2 heures de retard sur l'heure initialement annoncée. Le lundi soir, il devait s'adresser à la population et il l'a fait. Et ce qu'il a dit justement, ça a irrité une partie de la population malgache, puisqu'on attendait qu'il démissionne comme les manifestants lui demandaient de le faire. Il y avait des appels à la démission. Et lui, ce qu'il a dit lundi soir, il a dit je n'accepterai pas que Madagascar soit détruite. Ça veut dire, pour lui, si on lui demande de démissionner, c'est une façon de détruire le pays. Et il a appelé au respect de la Constitution. Comme s'il disait, j'ai un mandat reçu de la population au terme des élections transparentes, et donc il faut que j'aille au bout de mon mandat. Sauf que justement, comme il avait été lâché par des uns et des autres, par les institutions, par l'armée, et donc il y a eu des interprétations diverses et variées, et certains ont dit, Monsieur le Président, puisque justement dans cette allocution, il a dit qu'il avait eu connaissance d'un projet visant à l'assassiner et qu'il avait dû se rendre dans un lieu sûr pour protéger sa vie et celle de sa famille. Il a bien entendu, c'est normal, c'est légitime. Mais une partie des Malgaches ont dit, maintenant alors, puisque vous avez sauvé votre vie, c'est très bien. Mais ça veut dire, vous êtes à l'extérieur du pays, non pas dans une mission officielle, non pas dans le cadre de vos fonctions officielles, vous y êtes pour échapper à un danger imminent qui vous guette. Nous comprenons, mais ça veut dire que c'est un abandon de poste. Vous avez abandonné votre poste, donc vous devez vous rendre compte que vous n'êtes plus président de la République de Madagascar. Et c'est pour cela, justement, je dis qu'il avait été lâché par les uns et les autres. Les députés de l'Assemblée nationale ont décidé de le destituer. Ils ont convoqué une séance extraordinaire avec, sur l'ordre du jour, la destitution du président, Rajoelina. Et lui, justement, c'est pour cela que j'ai intitulé cette vidéo « La fin de règne chaotique ». Lorsqu'il a vu qu'il allait être destitué, lui, il s'est rappelé qu'il avait quand même des prérogatives constitutionnelles qui pouvaient le défendre. Et il a dit, maintenant je vais je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Et effectivement, il a sorti un communiqué qui disait que l'Assemblée nationale était dissoute. Et les deux événements ont eu lieu simultanément, presque simultanément. Ça veut dire que le président a dissous l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a destitué André Rajoelina. Ça veut dire que sur 160 députés, 130 ont voté pour sa destitution. Voilà. Et donc, la situation restait plus ou moins confuse. Quelle est la légalité
quelle est la décision qui allait être considérée comme étant la plus constitutionnelle? La destitution du président ou la dissolution de l'Assemblée nationale? Et c'est là maintenant qu'est intervenu le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a constaté la vacance du pouvoir et a demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Et c'est ainsi qu'un colonel, Michel Randrianirina, a décidé de prendre le pouvoir. Et donc maintenant, l'unité d'élite qui avait aidé le président Hajouerina à prendre le pouvoir a été l'unité qui vient de prendre le pouvoir à sa place. Voilà ce qu'on va mettre. Donc à partir de ce moment, vous avez pris le pouvoir donc. On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat. L'Assemblée nationale, on la laisse travailler, continuer à travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un comité, un conseil. Attention. Et ce conseil sera composé des officiers de l'armée, de la gendarmerie. Hajouerina donc a été destitué par l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait une vacance de pouvoir et puis l'armée a pris le pouvoir sur demande du Conseil constitutionnel. C'est un coup d'État. Nous ne disons pas le contraire, mais qui a pris des allures d'une passation de pouvoir démocratique. Et l'armée, normalement, ne fait pas partie des institutions qui devraient prendre le pouvoir dans un pays démocratique. Mais maintenant, c'est l'armée qui est au pouvoir et les militaires ont estimé qu'ils devaient prendre leurs responsabilités. Ils ont dissous toutes les institutions presque, à part l'Assemblée nationale. Et ils disaient qu'il doit y avoir un référendum d'ici 2 ans. Ça veut dire que dans un délai de 2 ans, c'est l'armée malgache qui va diriger le pays. Donc, c'est la fin du règne du président Hajouerina. Est-ce que ce coup d'État peut être considéré comme légitime? Parce qu'il y a des coups d'État, même si constitutionnellement parlant, les coups d'État ne sont pas autorisés. Mais des fois, on peut tolérer. On peut considérer que ce qui se passait peut-être méritait l'intervention de l'armée. Et on voit que les militaires se sont pris quand même de façon pacifique. Mais il faut considérer que 22 morts, ça commençait quand même à dégénérer. Si le président avait pris une autre décision que celle de réprimer peut-être, et les choses se seraient passées autrement. Mais il y a du sang versé. Il y a des jeunes qui sont morts en réclamant leurs droits. Et j'ai vu le président Hajouerina essayer quand même de justifier la mort d'un jeune qu'il considérait comme casseur, comme quelqu'un pilleur, alors que c'est quelqu'un qui a été abattu par la police. Même si il était en train de piller, ça peut arriver, ça ne justifie pas qu'il soit abattu par la police. Et donc, il y avait des morts, et si l'armée est intervenue, on ne peut que s'en féliciter, même si constitutionnellement parlant, c'est un coup d'État, mais un coup d'État quand même qui pouvait être salutaire. Parce que la situation aujourd'hui a commencé à dégénérer. Quand on voit que normalement, selon la constitution malgache, lorsque le président est empêché, c'est le président du Sénat qui doit le remplacer. Or, le président du Sénat était l'un des personnages les plus décriés dans le pays par les manifestants. Et lui aussi, il a été destitué. Et donc, ça commençait à se compliquer. D'où peut-être
la raison qui a fait que l'armée prenait le pouvoir. Et la France est dans tout cela alors. Parce que nous avons dit que le président a été exfiltré par l'armée française. Il a quitté le pays à bord d'un avion militaire de l'armée française. Et la France donc. Parce qu'on dit que le président Rajoelina avait trouvé un accord avec le président français Emmanuel Macron. Et lorsqu'il était en Égypte, lors du sommet de paix avec Donald Trump et d'autres dirigeants de la région, on a posé la question à Emmanuel Macron qui a dit qu'il ne pouvait pas en dire davantage, comme si en fait il n'avait pas assez d'informations là-dessus, sur la fuite du président Rajoelina. Mais il avait estimé que la France devait se tenir à l'écart et qu'il n'était pas question d'intervenir dans ce qui se passait au niveau interne à Madagascar. Et effectivement, la France n'est pas intervenue. Mais on peut se poser la question tout de même. Si la France a jugé nécessaire d'exfiltrer le président Rajoelina, c'est que peut-être il a eu des conditions qui ont été posées, ça veut dire nous allons vous aider à quitter le pays, mais il n'est pas question d'intervenir. Ça veut dire là aussi que la France aurait joué un rôle dans la destitution du président. Puisque normalement, la France est connue pour son interventionnisme, puisque vous le savez, Madagascar est une ancienne colonie française, et des fois la France avait tendance à vouloir imposer ses desiderata sur l'ensemble de ces anciennes colonies. Bon, les choses peut-être commencent à bouger, ça a changé. La France ne pouvait pas se permettre encore une fois de se mettre sous le dos les gens qui considèrent qu'elle en a trop fait sur le continent africain essentiellement. Et donc, ça veut dire que le président Rajoelina en a fait les frais également, puisque la France, dans sa position actuelle en Afrique, et surtout la position interne de la France aussi, la France ne pouvait pas s'autoriser à aller intervenir pour sauver un protégé qui était Rajoelina, qui était, je le rappelle également, qui a la nationalité française, donc qui est citoyen français, quoi. Donc voilà la fin de règne du président Rajoelina que je considère comme chaotique. Et maintenant alors? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'armée va instaurer des conditions permettant le retour des civils au pouvoir le plus rapidement possible? On attendra voir. On a vu que les militaires ont considéré que la situation tout de même devait être du côté du peuple, que le peuple avait raison de revendiquer les droits. Est-ce que l'armée, maintenant qui est au pouvoir, va faciliter la vie de la population malgache, ou comme on l'a vu ailleurs, le colonel qui vient de prendre le pouvoir va aussi se muer en dictateur? Je ne le connais pas. Et puis, on le verra, on va le juger sur les faits. Il est maintenant à l'œuvre, on va voir comment il va s'en sortir. Il a annoncé des mesures, un comité qui va être mis en place pour diriger le pays, mais après, de quelle façon justement? Est-ce qu'il va s'atteler maintenant à la tâche et prendre des décisions permettant le retour déjà à la normale, le retour de la fin des troubles, puisque j'ai vu que les manifestants, parce qu'il y avait des scènes de liesse en arrivant surtout en félicitant l'armée pour son intervention. Mais est-ce que ce peuple qui maintenant est content, est-ce qu'il ne va pas déchanter? Ça s'est vu ailleurs. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais est-ce que ce peuple ne va pas déchanter? Est-ce que l'armée ne va pas se muer en dictateur?
Parce qu'un pouvoir militaire, des fois, justement, un pouvoir militaire qui dirige le pays de façon rude, sur le dos de la population, au détriment des droits civiques. Ça s'est vu ailleurs. Mais on ne va pas juger d'avance, on va attendre que les nouveaux dirigeants du pays se mettent au travail et on jugera après. Dans tous les cas, ce que nous voulions dire aujourd'hui, c'est que c'est la fin maintenant du règne de Khajouérina, mis à part les morts qui ont été déplorés lors des manifestations, au moins la passation de pouvoir, ça veut dire le changement de pouvoir, et c'est fait sans effusion de sang. Et si le président, ce qu'il disait est vrai qu'il allait être assassiné, il a eu raison de s'enfuir, mais ma foi, ce qui compte, c'est sa vie. Il est encore jeune, il n'a que 51 ans, il pourra refaire sa vie, ou bien il reviendra dans le pays ou régler d'autres mandats, pourquoi pas. Mais ce qui compte pour le moment, c'est la stabilité du pays et c'est la tranquillité, l'amélioration des conditions de vie, comme le réclamaient les jeunes qui manifestaient. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.